applaudissements, Patrick Roux. Merci, c'est trop. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Patrick, je suis agiliste chez Concerto, que je remercie, il est là ce soir, que je remercie de m'avoir donné le temps et l'espace de préparer ce sujet-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Un petit big up aussi spécial à Estelle, notre directrice artistique, qui a fait les petites bébêtes pour me servir d'illustration. Avant de commencer, un petit disclaimer. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous présenter une méthode ou vous présenter un truc assez structuré sur comment est-ce qu'on peut mieux gérer ses émotions, etc. Ce n'est pas le but. Je ne serai clairement pas le plus compétent pour le faire. En revanche, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous partager une réflexion, quelque chose qui m'a beaucoup aidé à adapter la posture que je pouvais prendre dans des situations un petit peu compliquées. Et ces situations, si je fais un petit focus sur la sphère pro, je parle de situations où, sous le coup de l'émotion, on a commencé à sentir la casserole qui se mettait à déborder. Alors, est-ce que vous, de votre côté, une question un peu rhétorique, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en avoir tellement plein la patate qu'au bout d'un moment, vous finissiez par dire ou faire des choses que vous avez vraiment regretté plus tard? Vous savez, ces scènes où on se redit après coup, quand on prend le bus, on se refait la scène, « Ah, j'aurais dû dire ça, on aurait réfléchi. » Ça vous est déjà arrivé? Vous levez la main si ça vous est déjà arrivé? Super, merci. En même temps, c'est une question un peu facile. Alors, je vais vous inviter à prendre une petite seconde pour faire remonter un de ces moments à la surface. Prenez un petit peu de temps pour le faire remonter et puis mettez-le de côté 5 minutes. Okay, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je vous demande de le mettre un petit peu au chaud pour l'instant. Donc, je voudrais vous raconter un petit conte. Il y a plein de versions de ce conte. Là, j'en raconte une. Il y a autant de versions que de personnes qui la racontent, donc ça en fera une de plus. C'est l'histoire d'un roi perse qui était complètement désemparé. Il avait l'impression que la vie lui roulait dessus. Il perdait le contrôle à chaque fois qu'il y avait quelque chose un petit peu intense. Il gagnait une bataille, il ne savait pas en tirer le maximum. Il perdait une bataille, il était complètement effondré, il ne savait plus quoi faire. Il était vraiment complètement tourmenté, ce pauvre roi. Alors un jour, ce roi, il demande à ses sages de lui trouver une phrase qui serait vraie en tout temps. Une phrase qui serait tellement vraie qu'elle lui permettrait de saisir la réalité de tout ce qu'il est en train de vivre. Ces événements-là, avec calme, avec sang-froid. Il se trouve qu'il y avait un serviteur qui était là à côté. Ce serviteur, il entend le roi demander ça aux sages, mais bon, comme c'est un serviteur qui n'est pas aussi érudit que ces grands sages, il fait ce que tout bon serviteur fait, il prend son petit caddie, puis il va au marché pour acheter des fruits et légumes. Alors au marché, il y a d'une vieille dame qu'il voit complètement abattue, qu'il voit très triste. Il demande, pourquoi tu es triste? La vieille dame lui répond qu'elle venait de prendre conscience de son âge, elle venait de prendre conscience du temps qui était passé et du fait qu'elle n'avait pas su profiter de ses jeunes années. Et que là, maintenant, c'était trop tard, c'était passé et que maintenant, c'est fini, quoi. Bon, alors, le serviteur, il est un peu triste. Bon, il a quand même du boulot à faire, donc il continue ses emplettes. Et là, il croise le chemin de quelqu'un qui est super heureux. Alors, ça contraste un peu, il est content, il va le voir, il lui demande ce qui se passe. Alors là, le monsieur lui répond qu'avant, il était pauvre. Puis là, d'un coup d'un seul, il devient riche et ça y est, il va pouvoir réaliser tous ses rêves, il est super content et toute sa vie de misère, elle est finie. Oh, le mec est super content, il continue son chemin et puis boum, ascenseur émotionnel, il recroise une personne absolument triste. Et cette personne-là, en fait, c'était quelqu'un d'assez riche avant, qui avait une vie aisée, qui venait de tout perdre du jour au lendemain et qui se retrouvait à la rue maintenant. Alors là, le serviteur, il cogite un petit peu, puis toutes ces rencontres, ça lui donne une idée. Alors il court voir le roi, il ignore complètement les sages qui étaient en train de faire un débat complètement stérile, surtout qu'on sait qu'on dit pain au chocolat. Et du coup, il court voir le roi et puis il lui dit, celui-là aussi passera. Alors là, le roi, il a été assez bouleversé par cette phrase-là. Cette phrase a été profonde, a été vraie, aussi vraie que simple en fait. Et à tel point qu'il la fit graver sur une bague qu'il pouvait regarder à chaque fois qu'il partait au combat pour la relire et lui permettre de tirer le maximum de tous les événements qu'il était en train de vivre. Alors cette histoire, elle est un peu simpliste, mais pour moi, elle véhicule une idée qui est tout aussi simple, c'est que les moments de vie, ils sont tout simplement éphémères.
ça passe. Alors attention, je ne parle pas des conséquences des moments de vie, je parle bien du moment lui-même. Ce moment-là, quand vous le vivez, qu'il soit dur, qu'il soit difficile, qu'il soit heureux, il passera. Et je pense qu'on a fondamentalement que ce ne sont pas seulement ces moments de vie qui vont nous aider à nous construire plus tard, mais c'est la façon qu'on a de les affronter. Comme le disait le poète Rocky, la vie, elle frappera plus fort que n'importe qui. Et c'est plus à propos de qui des deux frappera le plus fort, c'est à propos de ce qu'on fait quand on se relève. Et ce qu'on fait quand on va se relever, ce qu'on fera après cet événement-là, ça va dépendre de l'impact que cet événement aura laissé sur nous. Cet impact, il va laisser une trace, et cette trace, on la réinterprétera plus tard en fonction du souvenir qu'on aura gardé de cet événement. Et il se trouve malheureusement que ce souvenir est une illusion. C'est là le propos que je voudrais avancer aujourd'hui. La façon dont on se construit après un événement se base sur les souvenirs qu'on en a. Et les souvenirs qu'on en a, ce sont des sentiments que ces événements ont laissés sur nous. Un souvenir, finalement, c'est quelque part une illusion. C'est une collection de perceptions, de sensations qu'on vient réassembler pour essayer de raconter une histoire. Sauf que cette histoire, elle a des trous et notre cerveau, ces trous, il vient les remplir. Et il les remplit le plus souvent avec le contexte dans lequel on fait appel à ces souvenirs-là. C'est ce qu'on appelle la théorie de la mémoire reconstructive. Notre cerveau, ce n'est pas un magnéto qui enregistre plein de trucs et qui les recrache à la demande. Notre cerveau, il enregistre des morceaux, puis ces morceaux, ils sont remis ensemble avec des petits ajouts par-ci par-là pour re-raconter une histoire. Ce que ça veut dire, c'est que nos souvenirs, ils sont faux. On appelle ça des faux souvenirs. Et c'est plus facile qu'on pense d'aller implanter des souvenirs qui sont faux. C'est la théorie qui est portée par cette psychologue, Elisabeth Loftus, qui a mené une série d'expériences qui visent à démontrer la facilité avec laquelle on peut implanter des faux souvenirs chez des personnes. Alors par exemple, ils ont pris des groupes de personnes, 2 groupes différents, ils leur ont montré cette image, puis ils l'ont mise de côté. Ils ont demandé au premier groupe à quelle vitesse allaient les 2 voitures quand elles se sont percutées. Et au deuxième groupe, ils lui ont demandé à quelle vitesse ces 2 voitures allaient quand elles se sont explosées l'une sur l'autre. On oriente un peu la question. Invariablement, le deuxième groupe estimait une vitesse plus élevée que le premier. Il y en a même qui étaient persuadés que sur la photo, il y avait du verre explosé de partout. Il n'y en a pas. Dans un autre exercice de résistance aux interrogatoires, on a demandé à des militaires qui sont pourtant entraînés à résister aux interrogatoires, on les a soumis à un truc assez musclé, un peu violent. Et à la fin, on leur a demandé d'aller identifier la personne qui les a interrogés. Le plus souvent, ils identifiaient quelqu'un, on leur a demandé évidemment de façon un peu orientée, le plus souvent, ils identifiaient quelqu'un qui n'avait rien à voir avec leur boulot. Rien du tout. Une autre équipe de chercheurs a réussi à implanter le souvenir à des gens de s'être perdus dans un centre commercial étant petit. Et il y en a même, alors que ça ne faisait pas partie du tout de l'histoire, qui étaient sûrs de se rappeler qu'ils avaient été secourus par un groupe de personnes âgées. Une autre équipe de chercheurs a aussi réussi à implanter le souvenir à des gens d'avoir déjà été sauvés de la noyade, d'autres encore d'avoir survécu à une attaque d'un animal sauvage. Et on peut continuer très longtemps comme ça, mais je vais vous proposer plutôt de faire un petit jeu ensemble, si ça vous va. Est-ce que vous avez de quoi noter? Vous avez soit un papier, un crayon, soit un téléphone avec une application de bloc-notes. Si vous avez ça, je vous donne une petite minute pour les retrouver. Alors, les règles du jeu, elles sont très simples. Je vais vous lister une série de 15 mots. Dès que j'aurai fini, je vais lancer un chrono d'1 minute. Alors, vous ne les prenez pas en note. Je vais lancer un chrono d'1 minute et vous aurez 1 minute pour essayer de vous rappeler d'un maximum de mots. Donc, jouez le jeu, ne prenez pas en note ces mots-là. 15 mots, 1 minute, il faut tous les retrouver. Est-ce que c'est OK? Vous êtes sûr? Okay. Alors, ces mots, c'est repos, lit, fatigue, bâillement, drap, oreiller, sieste, somme, réveil, ronflement, couverture, rêve, éveillé, somnambule et clafoutis. Alors, vous les avez tous?
Non? C'est pas très grave, c'est ok. Est-ce qu'au moins vous avez le mot sommeil? Qui là? Levez la main. Eh bien, je suis dans votre tête, je viens d'implanter un faux souvenir, parce que ce mot-là, j'ai jamais dit. Votre cerveau, il a fonctionné par association. Vous n'aviez que des mots du champ lexical du sommeil. Plus vous aviez somme et réveil, ça sonne à peu près pareil. Par association, votre cerveau, il a recraché le mot sommeil. S'il y a d'autres petites expériences qu'on pourrait faire comme ça, avec d'autres listes de mots par exemple, et toutes, en fait, elles mènent à invariablement une vérité qui, moi, me fait un peu peur parfois. C'est qu'il n'y a aucune, mais absolument aucune corrélation, zéro, entre la certitude avec laquelle on se souvient de quelque chose et le fait que ce quelque chose se soit passé comme on s'en souvient. Voire même parfois que ce soit déjà arrivé. Par exemple, la belle-mère dans Blanche-Neige, qui se souvient ce qu'elle dit? Ouais. Ouais. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Est-ce que vous vous souvenez de Miroir magique au mur qui a beauté parfaite et pure? Mais on a tous en tête un souvenir qui n'est pas le bon. C'est un exemple un peu bête, mais il y en a d'autres des exemples. Le bonhomme Monopoly. Vous vous souvenez, il a une canne, un monocle, un chapeau. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ces accessoires-là ou pas? Quel monocle? Ça, ce sont des petits exemples de ce qu'on appelle l'effet Mandela. Alors l'effet Mandela, c'est un peu une théorie fumeuse, mais ça prend sa source dans un blog qui a été écrit par une dame qui se présente comme une chercheuse en paranormal. Cette dame, elle assistait un jour à une conférence sur la vie de Nelson Mandela. Et là, dans la conférence, on parle des événements après la libération de prison, et puis là, elle se dit, mais un truc qui cloche. Mandela, il est mort en 83 en prison. C'est quoi ce délire? Du coup, elle était persuadée de se souvenir que Nelson Mandela était mort en 83 en prison. Du coup, elle en parle autour d'elle, et puis il y a d'autres personnes qui, comme elle, se souviennent avec certitude, non, Nelson Mandela, il est mort en 83 en prison. Puis en creusant, ils se rendent compte qu'il y a d'autres trucs comme ça, comme le bonhomme Monopoly, c'est pas une blague, c'est vraiment un exemple qu'ils prennent pour cette théorie-là. C'est-à-dire que c'est tellement difficile de s'abstraire de l'idée que nos souvenirs sont exacts, que certaines personnes en sont tellement convaincues que quand on leur présente des preuves qu'ils se trompent, ben ils résolvent cette dissonance en échafaudant une théorie du complot à base de voyageurs spatio-temporels qui ont voyagé dans le temps et qui ont laissé des traces. Et en fait, ces faux souvenirs, ce sont des rémanents d'erreurs de ces voyageurs dans le temps qui ont fait des boulettes un petit peu plus tôt, quoi. C'est comme ça, du coup, qu'en se basant sur des faux souvenirs, en étant persuadé que ces souvenirs sont exacts et en n'acceptant pas qu'ils puissent être faux, on finit par faire des choix, de très, très mauvais choix. C'est comme ça, par exemple, qu'on pense que Dark Vador a dit « Luke, je suis ton père ». Comme ça que certaines personnes pensent que les États-Unis ont 52 États, que Spotify est un modèle et que ça marche, que C3PO a deux jambes en or, ou qu'on peut être à la fois APO et Scrum Master sans que ça pose de problème. Je vous parle de tout ça pour vous montrer à quel point est-ce que notre mémoire, elle est faillible. Quand on se souvient de quelque chose, et surtout quand on vient se rappeler d'un événement qui est un petit peu douloureux, il y a de fortes chances qu'on soit en train d'occulter des éléments clés qui pourraient nous aider, des éléments fondateurs qui pourraient nous aider à mieux nous construire après cet événement. Et c'est le meilleur moyen, du coup, de ne pas être prêt pour ce qui arrive. Ces deux personnages ont réalisé une étude assez intéressante sur ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Alors, la mémoire épisodique, c'est un sous-ensemble de la mémoire à long terme qui se concentre sur le souvenir qu'on a d'événements vécus. Alors, en se basant sur l'hypothèse que l'imagination, notre capacité à nous projeter dans de nouvelles situations, est un système alimenté par des éléments qu'on vient extraire de précédentes expériences. J'ai placé le mot système dans le conf agile, ça c'est cool. Il présente avoir démontré qu'il y a du coup un chevauchement entre notre capacité à nous projeter dans de nouvelles situations, à mettre au point de nouvelles stratégies pour l'avenir, et la façon dont on peut se rappeler de ces expériences préalables. Du coup, on l'a vu, nos souvenirs ils sont pas fiables. Quelque part, on peut se dire qu'on se projette dans l'avenir, on met au point de nouvelles stratégies en se basant sur quelque chose qui est un peu bancal, sur des souvenirs qui sont complètement biaisés, quoi. À tel point que nos opinions, nos expériences personnelles sont au plus bas des échelles de preuve d'une démarche scientifique un tant soit peu sérieuse. J'ai parlé tout à l'heure des interrogatoires, mais du point de vue de la loi aussi, on se rend compte petit à petit du caractère faillible de notre mémoire.
On peut relater, par exemple, on peut parler pardon, de ces 300 prisonniers aux États-Unis qui ont été innocentés à la suite d'une analyse ADN. C'est-à-dire que c'est des personnes qui avaient été accusées à tort et qui ont été libérées, parce qu'on a eu des preuves factuelles de leur innocence. Sur ces 300 personnes, les 3/4 avaient été emprisonnés sur la base de témoignages oculaires erronés. On se rend compte, alors je ne dis pas que 3/4 des prisonniers sont en fait emprisonnés sur la base de témoignages oculaires erronés. Non, sur ce panel précis de 300 prisonniers pris au hasard qui avaient été innocentés suite à des preuves matérielles, on s'est rendu compte que les 3/4 avaient été emprisonnés parce qu'il y avait des gens qui étaient certains de les avoir vus commettre un crime. De façon plus légère, si on s'intéresse à la chasse aux ovnis, on peut parler du cas de la rencontre de Cusack. Alors ce cas, il a été raconté de façon beaucoup plus complète sur la chaîne YouTube Astronogeek. Je vous recommande la vidéo, elle est vraiment sympa. C'est un cas dans lequel on a fait passer le témoignage de petits-enfants de « j'ai vu un truc, je ne sais pas ce que c'est » à « je suis sûr que j'ai vu des petits hommes verts ». Alors, le cas de la rencontre de Cusack, ça se passe dans le Cantal. C'est pas une blague, c'est un petit village de 200 à 300 habitants perdu au fin fond du Cantal dans les années 60. Alors il y a ces deux petits-enfants de 9 et 13 ans de mémoire qui sont en train de garder des vaches et qui jouent aux cartes en attendant. Puis d'un coup, ils entendent un gros bruit derrière eux, alors ils se retournent et puis ils voient ce qu'ils ont décrit avec des mots d'enfants. C'est-à-dire qu'ils ont vu une sphère brillante avec des petits êtres qui tournaient autour, qui avaient des pieds palmés, une grosse tête allongée avec des grosses oreilles. Ils ne savaient pas ce que c'était. Alors évidemment, ils sont retournés au village en pleurant. Les gendarmes ont pris des positions. Et tout aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur les journalistes et les chercheurs de vérité en tout genre qui sont venus enquêter et qui, avec leurs gros sabots, posaient beaucoup de questions très orientées aux enfants. Puis petit à petit, à chaque fois que l'histoire était relatée dans un nouvel article de presse, on se rendait compte qu'il y avait quelques différences qui apparaissaient entre le récit préalablement pris par les gendarmes et le récit qu'on voyait dans les journaux. La taille de la sphère changeait, sa forme, les couleurs, la brillance, le bruit, il y a plein de petits détails qui étaient en train de changer. Alors, je vous la fais un peu courte là, mais on se rappelle, contexte, hein, on est dans les années 60, dans un petit village au fin fond du Cantal. Ces deux enfants, ils ont parlé avec un vocabulaire d'enfant, et puis il se trouve qu'ils n'ont jamais vu un hélicoptère, ils ne savent même pas ce que c'est un hélicoptère, ça n'existe pas. Alors forcément, des enfants comme ça, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Comme ça, par exemple, que si je vous demande cette petite zapette là, si je vous demande si c'est plutôt une étoile ou une sphère, à choisir entre les deux, on va me répondre plutôt une sphère. Donc c'est bon, on est d'accord, c'est une sphère. C'est un peu ce qui s'est passé avec ces enfants, en fait. On les a un peu orientés dans les réponses. Alors il se trouve qu'on a su plus tard que c'est ça qu'ils avaient vu. Ça, c'est un Alouette 2, c'est un hélicoptère qui est connu pour son sifflement caractéristique. Et on a pu retracer le trajet d'un équipage qui volait par là, qui faisait des recherches archéologiques aériennes, qui ont vu un truc au sol, ils ont atterri pour le voir de plus près, puis ils sont partis. Concrètement, c'est ça qui s'est passé. Sauf qu'à force de les interroger de manière orientée, ces enfants, aujourd'hui, ils ont grandi. Et aujourd'hui, ils sont persuadés qu'ils ont vu un ovni et des extraterrestres. On les a tellement poussés à croire ça, qu'ils sont persuadés d'avoir vu ça aujourd'hui. Je diverge un petit peu là. Je voulais illustrer un petit point, le fait que les souvenirs sont faillibles. C'est une illusion, c'est facile d'en implanter des faux d'ailleurs. En gros, nos souvenirs, quelque part, ils sont complètement manipulés à tout moment par nos émotions, ce qu'on ressent, et que ce soit de notre fait ou non. On peut le faire à notre place. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en prémunir en prêtant un tout petit peu attention au contexte dans lequel on les enregistre, aux petits détails, en acceptant, en conscience, que ce sera dans tous les cas complètement déformé. Ça sera réinterprété plus tard. Alors moi, je vais être le premier à le faire. Je ne veux pas qu'on le fasse à ma place. Je veux reprendre le contrôle de ma propre histoire, de mon propre narratif. Alors l'idée, c'est de reprendre le contrôle en reprenant le contrôle du contexte dans lequel on va enregistrer ses souvenirs en premier lieu. Je ne dis pas qu'il faut contrôler ses émotions, sentiments, machin. Juste le contexte dans lequel on enregistre un souvenir, ça peut être intéressant d'en prendre le contrôle. Alors, je n'ai pas de bon exemple à vous donner, je n'ai pas de méthode, comme je vous l'ai dit en introduction, je n'ai pas une astuce miracle. Je pense que c'est propre à chacun la façon de procéder. Je pense que c'est une démarche qui est absolument personnelle. Ce que je vous propose, c'est plutôt une prise de conscience, d'accepter que ce dont on va se souvenir de cet événement sera évidemment
complètement déformé. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est paradoxalement de reprendre le contrôle en acceptant de lâcher prise sur ce que vous ressentez à un instant T. Et je vous parle de lâcher prise dans un contexte en plus où la pression sociale, professionnelle nous force par moments à être triste, joyeux, en colère, content, etc. La pression dont je parle, c'est ce subconscient qui nous dicte un petit peu comme un réflexe l'attitude qu'on doit avoir dans une situation donnée. C'est comme un système immunitaire en fait qui viendrait lutter contre des envies primaires qu'on a de réagir d'une certaine manière, parce qu'on nous a tout le temps inculqué à réagir de telle ou telle façon à tel ou tel événement. Et du coup, on peut avoir un peu de fièvre quand notre système immunitaire lutte et qu'on n'arrive pas à résoudre cette dissonance-là entre ce qu'on nous a appris à faire et ce qu'on a envie de faire. Du coup, cette pression, elle nous force parfois à avoir un double visage, à avoir une posture qui n'est pas la nôtre dans des moments pourtant clés. Je me souviens de moments personnels un peu difficiles où j'avais enchaîné une série de deuils et il se trouve que moi j'ai un mécanisme de gestion de la peine, mais c'est pas celui qu'il faut avoir. C'est pas bien de ne pas pleurer quand vous venez de perdre quelqu'un. Alors quand on perd plusieurs d'un coup, évidemment, il faut qu'on pleure. C'est comme ça, il faut être triste, il faut pleurer. On n'a pas le droit d'être soulagé qu'un être cher soit libéré de ses souffrances, non. Du coup, je pleurais. Je me forçais aussi par moment. Et donc, dans ces moments-là, j'adoptais une posture qui n'était pas la mienne. Et ça m'a pris beaucoup de temps d'accepter que j'avais le droit d'être soulagé, j'avais le droit de ne pas avoir envie de pleurer. Et du coup, à force de faire ce travail-là, aujourd'hui, quand je repense à ces événements-là, j'y repense pas avec une larme à l'œil et beaucoup de tristesse, mais je repense avec un petit peu de mélancolie, mais avec un petit sourire quand même pour tous les moments qu'on a partagés avec mes proches, avec ma famille, comment ça nous a rapprochés avec d'autres, etc. Au travail aussi, ça nous est tous arrivé d'être témoins, voire même acteurs parfois d'une petite bagarre, d'une guéguerre politique, tout ça. Quoi. Par exemple, il y avait ce manager qui, de notre point de vue d'équipe de Scrum Master, était en train de monter ses équipes contre nous, contre notre accompagnement. Vous vous rendez compte un peu? Nous, on est là pour les aider, et ces salauds, ils sont en train de nous torpiller le boulot, à monter tout le monde contre nous. Évidemment, dans une situation comme ça, il faut qu'on soit révolté, parce que si on est impliqué dans un travail et que notre accompagnement nous tient à cœur, il faut qu'on soit révolté, il faut qu'on réagisse immédiatement, qu'on mette en place une stratégie de contre-attaque implacable, ou pas. Alors il se trouve qu'en prenant un petit peu de recul, en acceptant de purger ce qu'on avait besoin de purger, et en bitchant un petit peu, on s'est fait du bien, puis après on a pu reprendre un peu le contrôle et se rendre compte qu'en fait ce manager, on ne lui avait pas demandé ce qu'il voulait. On ne lui avait pas demandé ce dont il avait besoin. Alors du coup, je dis on, j'aurais parlé plutôt de certaines de nos collègues qui ont eu la bonne idée de nous rappeler que ça serait peut-être intéressant d'aller voir ce manager, de lui demander ce dont il a besoin et d'établir un vrai contrat d'accompagnement avec lui pour ses équipes et voir ses équipes aussi derrière. Alors du coup, quand je repense à cet événement aujourd'hui, je n'y repense pas comme un moment où il fait chier ce manager, il nous emmerde, il est en train de plomber notre travail. Non. J'y repense comme un moment qui me rappelle l'impact négatif que nous, Agilis, on peut avoir quand on fait un accompagnement qui est subi, quand on ne s'est pas assuré que les gens qu'on essaye d'aider, ils ont demandé de l'aide, quand on n'est pas en train de leur infliger de l'aide. C'est l'hypothèse que je propose du coup d'aller explorer ici aujourd'hui. Si on laisse nos biais, notre caractère faillible ou la pression sociale professionnelle guider nos émotions et donc la façon dont on se rappellera de certains événements plus tard, on ne sera pas en mesure d'en faire des éléments fondateurs de quelque chose de plutôt cool. Au contraire. Il se trouve qu'on n'a pas le temps pour ces bêtises. Alors, ceux qui connaissent la chaîne YouTube Dirty Biology vont probablement savoir déjà de quoi je parle. Mais voici votre vie. Alors, chaque tête de RIC ici, ça représente, c'est un peu flou, hein, ce sont des têtes de RIC. Chacune représente une semaine de votre vie. Donc, chaque colonne, ça représente une année. Et là, il y a à peu près une espérance de vie de 90 ans qui sont représentées. Alors, du haut de mes 27 ans, plus ou moins 10, là, voici le budget que j'ai cramé. Dedans, j'y range tout, hein, tout, mon enfance, mes études, mes expériences pro, tout ça. Ça, c'est une façon de voir la vie qui a été décrite par Tim Urban dans un article du blog Wait But Why. Et dans cet article, il nous pousse aussi à nous poser la question de quel temps occupent nos souvenirs dans notre vie.
Il se trouve que compte tenu du fait, par exemple, que je ne vois ma famille qui est à l'étranger qu'une fois tous les 2 ans en moyenne, voici le nombre d'occasions que j'ai encore de les voir, en imaginant qu'ils seront encore en vie sur la fin. Voici aussi le nombre de mises à jour de guide Scrum ou de Safe qui ont lieu pendant toute ma vie. Ça fait relativiser aussi un petit peu. Voici le temps depuis lequel George Lucas aurait dû laisser Star Wars tranquillement où il était aussi. Cette grille, elle nous pousse à nous rappeler que les moments de vie ils sont aussi précieux que volatiles, que éphémères, ils passent. Mais on peut faire en sorte qu'ils ne passent pas comme un rien. On peut faire en sorte qu'ils laissent une marque, ces moments-là. Alors ça, on le sait grâce à ce monsieur qui a réalisé une étude qui l'a poussé à décrire ce qu'il appelait la loi de l'apogée fin. Alors la loi de l'apogée fin, elle a été décrite grâce à une étude sur la coloscopie. Il a fait une expérience en menant 2 protocoles différents. Un premier protocole avec une coloscopie un peu plus agressive mais beaucoup plus rapide. Et un deuxième protocole avec une coloscopie beaucoup moins agressive, moins douloureuse, mais beaucoup plus longue. Et il se trouve que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on pense au sparadrap qu'il faut arracher d'un coup, les patients qui gardent un meilleur souvenir de leur expérience, ce sont les patients qui ont vécu l'expérience plus longue mais moins douloureuse. C'est un peu comme on se rappellerait d'un film. En fait, notre mémoire elle nous pousse à nous rappeler de certains éléments clés d'un événement et de sa fin. Et ça, c'est un champ de recherche qui est connu aujourd'hui sous le nom de psychologie hédoniste. Et en fait, ça nous décrit qu'il existerait 2 personnes en nous. Une première personne qui vit des événements, et cette personne-là, elle disparaît à la seconde où cet événement il est fini, au profit d'une seconde personne qui, elle, est celle qui se rappelle de ce qu'on a vécu et qui guidera nos actions futures. C'est cette personne qui nous dira de rappeler ce collègue avec qui on avait super bien travaillé. C'est cette personne qui ne jouera plus jamais de sa vie au Monopoly ou qui va arrêter de parler de Spotify. Cette personne, enfin, qui va mettre un rôti de 5 sur 5 en sortant d'ici. En clair, la façon dont on va vivre nos expériences vont influencer la façon qu'on aura de s'en rappeler plus tard. Mais aussi la perception du temps relatif que ces événements vont occuper dans notre esprit. Et souvenez-vous, nos souvenirs sont une reconstruction de morceaux qui n'est pas très fiable finalement. Souvenez-vous de cette dernière conversation que vous avez eue avec votre voisin ou voisine de palier à propos de la météo. Et souvenez-vous aussi de vos dernières vacances que vous avez passées sur un transat au bord de la mer, par exemple. Vous n'aurez probablement pas la même impression du temps qui passe. Et c'est ce qui fait qu'on peut passer de cette grille-là à cette forme de grille-là où chaque événement occupera une place différente dans votre esprit, avec ici le temps beaucoup trop long que j'ai passé à faire ces têtes de Rick. Attention, ici, je veux vraiment faire la distinction entre le contrôle des émotions et le contrôle de soi. Je ne pense pas que ce soit possible de contrôler des émotions. En tout cas, pour un humain, ce n'est pas possible, je pense. En revanche, je pense qu'on peut contrôler la réponse qu'on apporte à ces émotions, la réponse qu'on apporte aux situations qui génèrent ces émotions-là, quitte à influencer le souvenir qu'on en aura plus tard. Alors, je vous invite, avant de conclure, à faire remonter à la surface ce moment dont je vous ai fait vous rappeler un petit peu plus tôt. Vous vous souvenez le moment où vous avez fait ou dit des choses que vous allez regretter plus tard? Vous l'avez tous en tête? Alors, j'aime bien de temps en temps poser une série de questions en partant du principe que ce souvenir que vous en avez est biaisé. Jouez le jeu, partez du principe qu'il est biaisé. Essayez de vous demander pourquoi est-ce que ce souvenir il est biaisé. Qu'est-ce qui a fait que vous en avez, que ce souvenir il est arrivé à vous aujourd'hui complètement déformé? Comment vous pourriez agir sur ce souvenir pour en faire quelque chose de positif qui vous aiderait à vous reconstruire plus tard? J'aime bien poser ces questions de temps en temps et c'est d'ailleurs parce qu'on m'a posé ces questions-là après une expérience qui avait laissé une trace un peu négative sur moi que j'ai fini par monter cette présentation-là et que je vous parle de ça aujourd'hui. Quand je vous pose ces questions-là, ça me permet moi de me dégager de l'emprise que peuvent avoir les émotions que génèrent des événements sur moi. Et ces événements-là, je vous invite vraiment à les considérer comme éphémères parce qu'au fond, cela aussi passera. Et je vous remercie.